Je m'appelle Avery Brox. Je suis infirmière à l'hôpital Merci Général, le genre de personne capable de tenir la main de quelqu'un alors que son monde s'écroule, tout en gardant une voix calme. Pendant des années, j'ai cru que cette même sérénité me guiderait dans mon mariage. Je me trompais. C'était un jeudi soir de début d'automne, de ces soirs où l'air d'Asheville commence à se rafraîchir. J'étais dans le placard à fournitures, au 4e étage, sous la lumière blafarde des néons, entouré de piles de compresses et de solutions salines stériles. Mon téléphone s'est illuminé. Un SMS d'Owen. Besoin de 2800 dollars aujourd'hui. Urgent. Pour le remboursement de l'emprunt immobilier de maman. Tu peux t'occuper du virement? Mon pouce a hésité. Je n'ai pas répondu tout de suite. 3 jours plus tôt, il était assis en face de moi à notre petite table de cuisine, les épaules affaissées, comme il le faisait systématiquement quand il voulait avoir l'air vaincu. Le séjour en famille au chalet du lac Fontana est annulé cette année, avait-il dit en se frottant la nuque. On a plus de mal à joindre les deux bouts. On va rester à la maison. On fera peut-être un petit boulot par ici. Je l'avais cru. Bien sûr que je l'avais cru. Je l'avais cru comme on croit quelqu'un avec qui on a construit sa vie depuis un peu plus de 7 ans. Alors, j'ai accepté les gardes supplémentaires du week-end, samedi et dimanche, 12 heures chacune. 1 fois et demi le salaire horaire qui permettrait de combler le manque à gagner. Je me disais que c'est ce que font les familles. Elles se serrent les coudes. Elles font des sacrifices en silence. 2 heures avant que ce message n'arrive dans le placard à fournitures, j'étais en pause dans la salle du personnel, les yeux rivés sur mon téléphone tout en mangeant une barre protéinée au goût de carton, quand une notification est apparue. La story Instagram de Brooke, la sœur d'Owen. J'ai cliqué dessus machinalement. La vidéo s'est chargée lentement sur le Wi-Fi de l'hôpital. La douce lumière dorée de fin d'après-midi sur le lac Fontana. Des guirlandes lumineuses ornaient la terrasse. Une longue table en bois chargée de nourriture. Du jambon glacé. Des épis de maïs. Le fameux pain de maïs de Brooke. Le crumble aux pêches de Dian. Des coupes de champagne levées pour trinquer. Des rires. La caméra a balayé des visages que je connaissais si bien. Diane dans son nouveau pull vert sauge. Victor au barbecue. Miles, le bras autour d'une femme que je n'avais jamais rencontrée. Et là, dans un coin du cadre, pendant 2 secondes à peine. Owen, mon mari, portant la polaire bleu marine que je lui avais offerte à Noël dernier. Celle qu'il trouvait, disait-il, trop belle pour la plupart des jours. Il leva son verre vers la caméra. Un sourire facile, détendu, comme il me souriait quand on était encore des étudiants fauchés, à partager des nouilles instantanées et de grands rêves. J'ai repassé la vidéo, encore, et à chaque fois, les mêmes petits détails me transperçaient davantage. La bière artisanale à la main, les nouveaux transats, les guirlandes lumineuses flambant neuves qui n'étaient certainement pas là sur les dernières photos du chalet, il y a 2 ans. Il n'avait pas annulé le voyage. Il m'avait annulé. J'ai fermé l'application. Ma pause était terminée. Je suis retournée dans le service, j'ai vérifié les perfusions, changé les pansements, répondu aux appels. Tous les gestes étaient automatiques. À l'intérieur, quelque chose avait changé, comme un os qui se calait doucement dans une nouvelle place, irréversible. Plus tard dans la soirée, à l'heure où la plupart des gens passaient à table, le message d'Owen est arrivé. La même demande qu'il envoyait chaque mois, le même montant que je lui transférais depuis près de 3 ans. 2800 dollars. Aide pour l'hypothèque, les impôts fonciers, les réparations d'urgence, le soutien familial. Ça avait commencé modestement, 500 dollars par-ci, 1000 par-là. Après que Diane eut soupiré en sirotant son café, se plaignant de l'augmentation constante des taxes sur le chalet, j'avais vu Owens affronter Titan à l'idée de perdre l'endroit où il avait passé tous ses étés d'enfance, et j'avais parlé avant même de réfléchir. On peut t'aider un peu, avais-je dit. Juste le temps que les choses se stabilisent. Diane m'avait serré si fort dans ses bras ce jour-là, les larmes aux yeux, m'appelant la fille qu'elle avait toujours désirée. Les versements ont augmenté. La gratitude est restée la même. Les invitations ne sont jamais arrivées. Debout dans le placard à fournitures, le téléphone encore chaud après la vidéo, j'ai tapé 5 mots que je ne lui avais jamais adressés. Demande à ta famille. J'ai appuyé sur envoyer. Le message s'est perdu dans le silence. Le téléphone a sonné aussitôt. Le nom d'Owen s'est affiché sur l'écran.
Je l'ai vu vibrer contre ma paume une fois, 2 fois, 3 fois. Puis j'ai refusé d'appeler. J'ai pris la boîte de 4 tubulures que j'étais venu chercher, et je suis retourné dans le couloir. La lumière des néons me paraissait plus vive. L'odeur d'antiseptique plus forte. Il me restait encore des heures de service, mais quelque chose d'autre s'était déjà terminé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le mariage ne s'était pas éteint dans une grande dispute dramatique. Il s'était éteint en 5 mots prononcés à voix basse, et c'est moi qui les avais dit. Le reste de mon service s'est déroulé comme en pilote automatique. J'allais de chambre en chambre, ajuster les perfusions, rassurer les familles, noter les constantes, tout ce que mes mains savaient faire, même quand mon esprit était ailleurs. Chaque fois que je jetais un coup d'œil à l'horloge, une nouvelle pièce du tableau se mettait en place. Plus froide et plus claire que la précédente. Presque 3 ans. Voilà combien de temps duraient les transferts. Chaque premier du mois, comme une horloge. 2800 $. Parfois étiqueté « aide au remboursement de l'emprunt immobilier », parfois « impôt foncier », parfois simplement « soutien familial ». Je n'avais jamais remis en question ces étiquettes. Je faisais confiance à Owen quand il disait que ses parents se remettaient sur pied, que c'était temporaire, que la famille s'entraide, et je rêvais tellement d'être le genre d'épouse qui appartenait à cette famille. À l'époque, quand tout a commencé, je croyais encore à l'image que nous avions de nous. Je me souviens de la première fois où Diane est venue dans notre ancien appartement après le mariage, quelques mois seulement après. Elle avait apporté un plat de ses brioches à la cannelle, encore chaude, celle qu'elle ne faisait que pour les grandes occasions. Nous nous sommes assis tous les 3 sur le canapé d'occasion, et elle a jeté un coup d'œil à nos assiettes dépareillées et à la tache d'humidité au plafond, puis elle a soupiré comme le font parfois les mères quand elles veulent que leurs enfants sachent qu'elles comprennent leurs difficultés. « Les taxes sur le chalet ont encore augmenté », a-t-elle dit d'un ton presque désinvolte. « Victor parle de le vendre, mais tu sais ce qu'Owen pense de cet endroit. Tous ces étés qu'il y a passés enfants. » Sa phrase s'est éteinte. Le visage d'Owen changea. Un détail, presque imperceptible. Mais je l'ai remarqué. Cette même lueur qu'il avait quand il parlait de son enfance, celle dont j'étais tombée amoureuse, car elle le rendait plus doux, plus humain. Je n'ai pas hésité une seconde. « On peut vous aider, ai-je dit. Juste un peu, le temps que les choses se stabilisent. » Les yeux de Diane se sont embués. Elle a tendu la main par-dessus la table basse et m'a serré la main si fort que ça m'a fait un peu mal. « Tu es une bénédiction, Avery. La fille que je n'ai jamais eue. » Le premier chèque était de 500 $. Puis 1000 le mois suivant. Puis 2800 chaque mois. Et, bizarrement, plus personne n'a jamais reparlé de ce montant. C'était comme ça. Owen s'occupait des virements. Il m'embrassait le front et me disait combien ses parents étaient reconnaissants, combien il était fier de moi, comment nous construisions quelque chose de réel ensemble. Je le croyais parce que je l'aimais, parce que je voulais que cette histoire soit vraie. Maintenant, en arpentant les couloirs de Merci Général, l'image de cette vidéo Instagram encore gravée dans ma mémoire, je repensais à tout. Cet argent aurait pu me permettre de rembourser mes prêts étudiants plus rapidement. J'aurais pu changer les pneus de ma Subaru de 12 ans qui tremblait à chaque fois que j'atteignais les 60 km/h. J'aurais pu nous offrir de vraies vacances quelque part où nous serions allés tous les deux. J'aurais pu éviter d'avoir à choisir entre une nouvelle blouse et les courses certains mois. Au lieu de ça, je faisais des doubles gardes pendant qu'ils levaient leur coupe de champagne sans moi. Le samedi matin est arrivé trop vite. J'avais dormi à peine 4 heures, seul, sur notre matelas bosselé. Owen n'était pas rentré la nuit précédente. Ou peut-être qu'il était rentré et reparti avant l'aube. Son oreiller était frais, intact. Je me suis habillée avec une blouse propre. J'ai fait mon sac et j'ai pris la route pour l'hôpital sous un ciel gris de montagne. Le service des urgences était déjà en pleine effervescence quand je suis arrivée. Un carambolage sur LI40. Plusieurs cas critiques en approche. Pendant les 7 heures qui ont suivi, je n'ai pas pensé une seule fois à Owen. Il n'y avait que la prochaine tâche. Stabiliser ce patient. Réconforter cette mère. Appeler la famille suivante. Du sang sur mes gants. Des cris dans le couloir. L'odeur métallique et âcre du traumatisme. Quand le dernier patient fut enfin stabilisé et que le calme revint dans le service, je me retrouvai dans la salle de repos. J'avais les pieds en compote. Mon sandwich du distributeur automatique était insipide.
J'ouvris mon application bancaire pour la première fois d'un œil neuf. 35 virements. Exactement 100 800 dollars. Je fixai l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Puis je fermai l'application, me levai et retournai au travail. Ce soir-là, quand je rentrai enfin chez moi vers 23 heures, l'appartement était plongé dans le noir. Le manteau d'Owen n'était pas accroché. Ses chaussures n'étaient pas près de la porte. Assise sur le canapé en blouse, encore trop nerveuse pour dormir, trop épuisée pour bouger. Et pour la première fois depuis des années, je me laissais envahir par le poids de ce que je portais, pas seulement par l'argent. La solitude d'être utile, mais jamais désirée. Cette prise de conscience silencieuse arriva comme une douce marée. J'avais payé pour une place à une table qui n'avait jamais été dressée pour moi. Avec le recul, je vois que c'était la deuxième fissure dans les fondations. La première, c'était la vidéo. Celle-ci était plus profonde. Celle-ci, c'était la mienne. Mon service du dimanche commençait avant le soleil. J'avais même envisagé de me lever. J'avais réussi à dormir 3 heures d'un sommeil léger dans une salle de garde, plutôt que de rentrer chez moi pour me lever à nouveau. Dans le miroir de la salle de bain, je me reconnaissais à peine. Des cernes sous les yeux, le teint pâle à cause de la lumière artificielle, les rides autour de ma bouche plus marquées qu'il y a un mois. J'ai attaché mes cheveux, enfilé une blouse propre et suis retourné au service. La journée s'est déroulée dans le même tourbillon d'interventions, de familles attendant dans les couloirs, du bip régulier des moniteurs. Vers midi, le docteur Navarro m'a trouvé dans le couloir, son dossier à la main, et m'a lancé un de ces longs regards silencieux qu'il réserve aux personnes qui l'inquiètent. « Ça va, Brox ?» a-t-il demandé à voix basse. « Tu es épuisé depuis vendredi. »« Juste fatigué, » ai-je répondu. Les gardes du week-end commencent à se faire sentir. Il m'observa une seconde de plus, puis hocha la tête. Prenez 30 vraies minutes. Pas de téléphone. Prescription du médecin. Je me retrouvai dans la salle de repos. Même chaise, même vue sur le parking où les montagnes se dressaient, grises et lointaines, sous les nuages de l'après-midi. Je tins ma promesse. Pas de téléphone au début. Je restai assise. Laissez le calme m'envelopper comme une couverture dont j'ignorais avoir besoin. Quand je repris enfin mon téléphone, il y avait de nouvelles notifications. Brooke avait publié de vraies photos du week-end. Des clichés en haute résolution. Toute la famille alignée sur le quai, bras dessus bras dessous, comme des étoiles scintillantes derrière eux, comme une image de catalogue. Owen se tenait entre Diane et Victor, un large sourire, sincère. L'horodatage indiquait samedi, milieu d'après-midi, l'heure précise où j'étais aux urgences, tenant dans mes bras une mère terrifiée tandis que son fils se battait pour sa vie. Je fermai l'application. J'eus une sensation d'oppression dans la poitrine. Pas de colère à proprement parler, mais quelque chose de plus lourd. La reconnaissance. Pendant près de 3 ans, je m'étais persuadé que ces sacrifices étaient temporaires, que si je continuais à donner, je finirais par obtenir ce sentiment d'appartenance tant désiré. Que les câlins de Diane et les baisers sur le front d'Owen signifiaient que je faisais partie de leur famille. Mais les photos prouvaient le contraire. Ce sentiment d'appartenance n'avait jamais été une option. J'étais la marraine, pas la sœur, pas la belle-fille, pas l'épouse invitée à table, juste celle qui faisait tourner la machine pendant qu'ils profitaient du spectacle. Cet après-midi-là, lors d'un rare moment de calme, je me suis surprise à repenser à nos débuts, à l'époque où Owen et moi apprenions encore à vivre ensemble. Un souvenir revenait sans cesse, à la fois doux et vif. C'était peut-être 6 mois après notre mariage à la mairie. Nous vivions dans ce petit appartement au-dessus de la boulangerie, avenue Patton. Le loyer était dû, les courses étaient difficiles, mais nous étions heureux, de cette insouciance propre aux jeunes couples qui croient encore que l'amour suffit. Un samedi soir, Owen m'a fait la surprise d'un pique-nique sur le toit. Une couverture, du vin bon marché du coin, les lumières de la ville en contrebas comme des étoiles éparpillées. Il avait préparé des sandwichs au beurre de cacahuètes et coupé des pommes, comme sa mère le faisait pour lui quand il était petit. Nous sommes restés assis là des heures, les jambes pendantes, à parler de l'avenir. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener un jour au chalet, me montrer l'endroit sur le quai où il avait pêché son premier poisson, comment les étoiles paraissaient plus grosses là-haut, dans les montagnes. J'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai dit « J'ai tellement hâte ». Il m'a embrassé sur la tempe. « Tu vas adorer. Tu vas t'intégrer tout de suite. » Je l'ai cru à l'époque. J'ai gardé ce souvenir précieusement,
comme un talisman, à chaque mois où les mensualités augmentaient, à chaque fois que Diane parlait de souvenirs de famille sans jamais me demander quand je serais libre d'en créer de nouveaux avec eux. Maintenant, assise dans cette salle de pause, avec un café froid et le bourdonnement du distributeur automatique, ce souvenir n'avait plus la même saveur. C'était comme le premier mensonge qu'il m'ait jamais raconté. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait pas le temps, et honnêtement, j'étais trop fatiguée pour pleurer. Mais quelque chose en moi s'est adouci, non pas par faiblesse, mais par lucidité. Je n'étais pas stupide d'avoir fait confiance. J'étais humaine. J'aimais quelqu'un qui utilisait cet amour comme une monnaie d'échange. Ma pause terminée, je me suis levée, j'ai jeté ma tasse vide et je suis retournée à mon poste. Le reste de mon service s'est déroulé au même rythme. Ma fille pour me réconforter. Les analyses. Et on recommençait. Mais au fond de moi, une décision se dessinait. Ni dramatique, ni colérique, juste certaine. J'en avais assez de payer pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Et j'étais enfin prête à dresser la mienne. Ce soir-là, en rentrant chez moi en voiture, à travers les rues désertes, les montagnes sombres se détachant sur le ciel, j'ai respiré pour la première fois depuis des années. C'était un peu douloureux, mais c'était ma respiration. Le lundi matin est arrivé avec cette clarté chirurgicale qui suit parfois trop de nuits blanches. J'étais déjà à la table de la cuisine, ma première tasse de café à la main, quand Owen est entré, portant un sac en papier de chez B&N Brio et 2 gobelets à emporter. Le parfum des viennoiseries fraîches embauma la pièce avant même qu'il n'ouvre la bouche. « Salut », dit-il d'une voix enjouée, de cette façon prudente qu'on a quand on sent que quelque chose ne va pas, mais qu'on n'ose pas formuler. Je me suis dit que ça te serait peut-être utile après le week-end. Il posa tout et se pencha pour m'embrasser la joue. Je ne me dégageais pas, mais je ne me penchais pas non plus. Il s'assit, prit une gorgée de son café et me demanda comment s'était passée ma journée de travail, comme si de rien n'était. Je l'observais comme j'étudie le dossier d'un patient, cherchant les signes cachés, la légère trace de coups de soleil sur son nez, ses épaules détendues, son sourire serein. « Comment s'est passé le week-end » demandai-je. « Difficile, j'imagine, » dit-il en tartinant un croissant de beurre. J'ai surtout rattrapé mon retard au travail. J'ai pris un peu de soleil sur le balcon. Le balcon, notre minuscule rebord qui, les beaux jours, recevait peut-être 40 minutes de soleil direct. J'acquiesçai d'un signe de tête et pris une lente gorgée. « Ta mère m'a envoyé un texto, » dis-je. « Les paiements sont à payer aujourd'hui. » Il n'a pas bronché. Bon. Ouais, je m'en occupe après ma douche. Il s'est levé, s'est étiré et s'est dirigé vers la salle de bain. L'eau a commencé à couler. Sa voix, un peu fausse, s'est échappée de la pièce. Une chanson d'il y a des années, celle qu'il ne chantait que lorsqu'il était complètement détendu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à notre compte joint. 35 mois de virements s'affichaient devant moi. J'ai fait des captures d'écran, absolument toutes. Je les ai classées par date et enregistrées dans un nouveau dossier sous mon nom de jeune fille, Avery Brox. Puis j'ai ouvert un compte cloud séparé. J'ai tout transféré et je me suis déconnecté. Quand il est sorti, une serviette autour du cou. Sentant bon le shampoing qu'on ne pouvait pas vraiment se permettre, j'étais de retour à table, les yeux rivés sur mon téléphone, comme si de rien n'était. Le reste de la semaine s'est déroulé dans une étrange normalité. Nous avons dîné ensemble, regardé des séries, parlé des courses et de l'entretien de la voiture. Il a même mentionné, l'air de rien, que ses parents n'auraient peut-être plus besoin d'aide très longtemps. J'ai fait bonne figure. Intérieurement, je calculais le nombre exact de salaires qu'il me faudrait pour être indépendante financièrement. Jeudi midi, je me suis retrouvée à la cafétéria de l'hôpital, picorant une salade parce que les bons plats coûtent trop cher quand on finance le train de vie de quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré. Owen, chérie, il me faut 2800 $ aujourd'hui. Pour le crédit immobilier de maman. Urgent. Tu peux faire un virement? J'ai déchiffré les mots autour de moi. La cafétéria bourdonnait. Des plateaux qui s'entrechoquent, des beepers qui sonnent. Les urgences habituelles. J'ai tapé 5 mots. Demande à ta famille. Le téléphone a sonné quelques secondes plus tard. Je me suis levée, je suis allée au placard à fournitures et j'ai refermé la porte derrière moi. L'odeur d'antiseptique m'a enveloppée comme un bouclier familier. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix avait perdu sa chaleur habituelle. Plus aiguë, plus ténue.
Ça veut dire que j'ai vu la vidéo de Brooke. Ai-je dit? Celle du chalet. Celle où tout le monde a réussi cette année. Silence. Un silence pesant, comme celui qui s'étire entre deux battements de cœur sur un moniteur. Avery, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. J'ai financé ta famille pendant près de 3 ans, tout en étant exclu. J'étais assez bien pour payer l'hypothèque, mais pas assez bien pour m'asseoir à table. Ce n'était pas comme ça. Alors, comment c'était, Owen? Explique-moi. Sa respiration était saccadée. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer quand tu seras rentré. J'ai de vraies urgences à gérer, dis-je. Pas celles qu'on fabrique. J'ai raccroché. Ce soir-là, je suis entré dans notre appartement et je me suis arrêté. Des bougies partout. Sur la table basse, le rebord de la fenêtre, l'étagère, les lumières éteintes, la table à manger dressée avec notre vaisselle de mariage, celle qu'on avait gardée dans sa boîte parce qu'elle était trop belle. Owen est sorti de la cuisine, vêtu de la chemise bordeaux que je lui avais offerte à Noël dernier. Une bouteille de vin à la main. Une bouteille à $30. J'ai préparé le dîner, dit-il doucement. Tes pâtes arrabbiata préférées, faites maison. Il m'a tiré la chaise, m'a servi du vin d'une main tremblante. Je me suis assise. Non pas pour entendre ses explications, mais pour voir jusqu'où irait sa mise en scène. Tout le monde se sent mal, commença-t-il. Maman a pleuré toute la journée. Elle n'a jamais voulu te faire de mal. J'ai fait tourner les pâtes dans mon assiette. La sauce était parfaite. Quel gâchis! Elle ne savait pas que je ne t'avais pas parlé du voyage, poursuivit-il. On pensait que ce serait plus simple. Tu es toujours épuisé après tes gardes. Tu as dit toi-même à quel point les grandes réunions peuvent être épuisantes. J'ai levé les yeux. Je dis que beaucoup de choses sont épuisantes, Owen. Ça ne veut pas dire que je veux être mise à l'écart tout en payant pour elles. Un long silence s'installa. Une bougie siffla tandis que la cire coulait. Ta famille m'a pris plus de $100 000, dis-je doucement. Alors que je conduisais une voiture qui démarrait à peine et que je portais une blouse médicale trouée. Ce sont mes parents, dit-il, la voix brisée. La famille s'entraide. Apparemment, je n'en fais pas partie. Je me suis levée et les laissé là avec les bougies, les pâtes, le vin et la vérité qui ne pouvaient pas nier. Vendredi matin, Diane a appelé pendant que je m'habillais. J'ai mis le haut-parleur. La chérie d'Avery prit ce ton mielleux qu'elle employait quand elle voulait quelque chose. Tout ça a dégénéré. On pensait que tu travaillais. On ne voulait pas te faire culpabiliser d'avoir raté le week-end. Alors, tu as menti au lieu de m'inviter et de me laisser décider. Silence. Maudit soit l'argent. Elle tenta de nouveau. On est reconnaissant, mais la famille, c'est plus que de l'argent. Je suis d'accord, dis-je. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on m'exclue des réunions de famille que j'ai payées. Elle commença à protester. Je la coupai. La communication était coupée. Si tu as besoin d'aide, demande à ta famille. Ceux sur les photos. Je raccrochai. C'était fini. Le câble se rompit. Pas dans les cris, pas dans les larmes, avec une certitude silencieuse et définitive. J'avais fait mon choix, et je ne reviendrai pas en arrière. Les jours qui suivirent cet appel avec Diane me parurent étrangement légers, comme sortir d'une pièce où l'on était enfermé depuis des années sans se rendre compte que la porte était restée ouverte. Je n'annonçais rien de dramatique. J'agissais, tout simplement. Pendant ma pause déjeuner suivante, je suis allé en voiture à la Blue Ridge Community Credit Union, de l'autre côté de la ville. Marisol, au guichet des nouveaux comptes, m'a accueilli chaleureusement et n'a posé aucune question inutile. J'ai ouvert un compte courant à mon seul nom, Avery Brooks. J'y ai déposé le chèque des heures supplémentaires de mes week-ends à Fontana Lake. L'ironie était presque douce. L'argent gagné pendant leurs vacances est devenu la première pierre de mon propre projet. J'ai modifié mon virement automatique auprès des RH le même après-midi. À partir de la prochaine paie, mes revenus m'appartiendront entièrement. J'ai trouvé un petit 2 pièces dans une ancienne usine textile reconvertie, juste à la sortie du centre-ville d'Asheville. Briques apparentes, hautes fenêtres qui s'ouvraient, parquet poli par le temps. Madame Evelyn Harper, la propriétaire, une femme d'une 60aine d'années, m'a reçu un samedi matin frais. Elle m'a dévisagé, aperçu la détermination tranquille que j'essayais de dissimuler et a simplement dit «
J'étais infirmière, moi aussi. Je connais ce regard, celui qui dit que vous êtes prête pour un nouveau départ. J'ai signé le bail avec mon nom de jeune fille. Les clés étaient fraîches et solides dans ma main. Ce même soir, pendant qu'Owen jouait à son poker mensuel avec Miles, j'ai méthodiquement emballé mes affaires. Ne gardant que celles qui m'appartenaient avant le mariage ou celles que j'avais achetées avec mes propres salaires, des manuels d'infirmière, la boîte à bijoux de ma grand-mère, la cafetière que j'avais apportée dans notre relation, et des vêtements qui m'allaient encore. J'ai laissé sur place la vaisselle de mariage, les photos encadrées, tout ce que nous avions construit ensemble. Sur la table de la cuisine, j'ai étalé les relevés bancaires imprimés, 35 mois, soigneusement classés par ordre chronologique. À côté, j'ai posé mon alliance. Le petit diamant a capté une dernière fois la lumière du plafond. Le mot était court, écrit de ma main la plus assurée. Je retire mon soutien financier et ma participation à cet arrangement. Ta famille peut désormais te soutenir. J'ai refermé la porte derrière moi vers 23 heures. Le clic de la serrure fut discret. Définitive. J'ai pris la voiture pour l'appartement du moulin, fenêtres ouvertes, l'air frais de la montagne sur mon visage. Pour la première fois depuis des années, le silence dans la voiture n'était pas synonyme de solitude. Il était porteur d'espoir. Les semaines qui ont suivi se sont déroulées dans le calme. Ma thérapie avec la docteure Elena Ruiz a commencé un mardi. Son cabinet se trouvait dans une maison victorienne rénovée. Murs couleur crème, lumière tamisée, mouchoir toujours à portée de main. Je lui ai tout raconté. La lente hémorragie financière, l'exclusion, la manipulation mentale déguisée en devoir familial. Quand j'eus fini, elle se pencha légèrement vers moi. Ce que vous décrivez, c'est de la maltraitance financière, Avery. Et de l'isolement affectif. C'est réel. C'est légitime. Et ce n'était jamais de votre faute. Ces mots furent comme une brise rafraîchissante sur une peau brûlée. Enfin, quelqu'un avait mis des mots dessus, sans sourciller. Ce premier automne après mon départ, j'ai fait une randonnée en solitaire jusqu'au sommet du mont Mitchell, par un beau week-end d'octobre. Le sentier était escarpé, mes jambes me brûlaient, l'air était raréfié. À mi-chemin, je me suis assise sur un rocher, j'ai contemplé les crêtes à perte de vue et j'ai senti le dernier poids de mon ancienne vie s'envoler. Pas disparu à jamais, mais je n'avais plus le contrôle. Les mois se sont transformés en saisons. J'ai été promu chef d'équipe. Mon appartement s'est peu à peu rempli des objets que j'avais choisis. Des plantes qui s'épanouissaient à la lumière naturelle. Une nouvelle couette au doux bleu. Des livres que j'avais toujours désirés sans jamais les acheter. J'ai commencé à faire mes nuits. Plus de ronflements à côté de moi. Plus d'angoisse concernant les transferts que je ne pouvais pas suivre. Juste du repos. 2 ans plus tard, en janvier 2026, je me suis porté volontaire pour le service de l'Aube, le jour anniversaire de ce moment dans le placard à fournitures. Le trajet jusqu'à Merci Général s'est fait dans le calme. De la musique classique en sourdine à la radio. Un bon café dans mon thermos. Le ciel s'est illuminé de teintes pêche et or au-dessus des montagnes. Je me suis garé à ma place habituelle et j'ai marché vers l'entrée du personnel. Les portes automatiques m'ont détecté et se sont ouvertes avec ce sifflement familier. Je suis entré. Le couloir sentait l'antiseptique et le linge propre. Des moniteurs émettaient un léger bip au loin. Une nouvelle infirmière m'a salué d'un sourire en passant. Cet endroit, ces gens, sa raison d'être, son rythme régulier était devenu mon foyer, comme aucune autre maison ne l'avait jamais été. Parfois, tout perdre n'est pas la fin. C'est le moment où l'on réalise enfin qu'on n'a jamais vraiment eu sa place. Et choisir de partir devient le plus puissant acte d'appartenance que l'on puisse s'offrir. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, gardez en vous cette force intérieure. Celle qui sait que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez, mais à ce que vous refusez de donner quand cela vous coûte votre dignité. Vous méritez d'être à votre place. Et parfois, le plus courageux est de réaliser que vous avez le droit de vous asseoir à votre propre table.